Stéphane, un très très grand merci de nous rejoindre dans ce 6e épisode de Dans la tête d'un pro en Silicon Valley. Salut Julien, bonjour tout le monde. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment d'évoquer principalement ton IPO en tant que CEO de Upwork et auparavant, en guise d'apéritif, la fusion Odesk et Elance. Alors, est-ce que tu peux prendre quelques secondes pour te présenter? Oui, bien sûr. Donc, j'ai rejoint PayPal d'abord comme directeur produit pour PayPal France et puis ensuite comme directeur général de PayPal France. Donc, j'ai vraiment aidé la société de passer de 0 à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Et puis donc là, ça faisait 4 ans qu'on était rentré en France. On avait assez envie de revenir aux États-Unis. Entre-temps, on avait eu 3 enfants. Donc, on a été assez occupés aussi d'un point de vue famille. Et il y avait un rôle qui était un poste ouvert à PayPal aux États-Unis. Et donc, le patron de PayPal à l'époque m'avait proposé de passer les rênes de PayPal France à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de mon équipe, et de venir les rejoindre aux États-Unis. Et donc, j'ai dirigé en fait toute la partie visible des consommateurs de PayPal pendant un bon moment. Donc, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires de la société. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, donc basé à San José au sud de la baie. Et puis là, la société était devenue assez grosse, politique, bureaucratique, un peu lente. Et puis ça faisait quand même 6 ans, donc je voulais faire autre chose. Et en fait, j'ai un peu par hasard, mon ancien patron à PayPal, qui était le CEO, avait rejoint un fonds de venture capital qui s'appelle Matrix. Et la première boîte dans laquelle il a investi, c'était une petite startup qui s'appelait Zong. Et Zong, c'était créé par un Européen qui s'appelle David Marcus. Et lui, il voulait investir dans la boîte. Il m'avait demandé d'aider un petit peu à regarder comment, s'il fallait investir ou pas, etc. etc. Et donc, au fur et à mesure que j'ai parlé à l'équipe, je me suis aperçu que c'était un super produit et une super équipe et que j'avais très envie de la rejoindre. Donc, j'ai quitté PayPal pour aider à lancer Zong ici aux États-Unis. Et puis, ça s'est très bien passé. Et au bout de 2 ans, en fait, on a vendu la société à PayPal. Très bien. Et David est devenu le patron de PayPal. Et moi, je suis parti parce que je suis resté pour faire l'intégration entre PayPal et Zong parce que j'avais promis d'aider à l'intégration et que je connaissais bien les deux sociétés. Et moi, ça faisait déjà 6 ans que j'avais été dans PayPal. Je n'avais pas envie d'y retourner. Donc, j'ai fait 6 mois de post-merger integration entre Zong et PayPal. Et là, j'ai quitté d'abord pour rejoindre une toute petite startup française où c'était le même investisseur qui avait aussi investi. Il m'avait dit, tu sais, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc on recommence. Moi, je mets de l'argent et toi, tu viens aider la société. Et puis, pour tout un tas de raisons, ça ne se passait pas très bien. Et donc, je suis resté que 4 mois à ce moment-là. Et là, j'ai rejoint ce qui s'appelle maintenant Upwork, mais un petit peu par coïncidence. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que le chairman of the board, donc le président du conseil d'administration de la société qui aujourd'hui s'appelle Upwork, qui s'appelait autrement à l'époque, m'avait appelé pour me demander de faire je ne sais même pas comment dire en français, un reference check, donc valider les références sur un candidat qu'ils avaient pour un poste de VP Product dans cette société-là, et qui était un de mes anciens collègues de PayPal. Donc moi, j'étais tout à fait d'accord pour donner des commentaires très positifs sur le gars parce que je le trouve super. Et finalement, il n'a pas pris le job, il est parti chez Yahoo. Et donc, ils m'ont rappelé un petit peu dépité en disant, notre super candidat, il a disparu. Est-ce que tu connais d'autres gens? Donc, on allait se prendre un café ensemble pour que je réfléchisse avec eux à qui pouvaient être les candidats potentiels. Et puis, plus ils m'ont parlé de la société, plus je me suis dit, mais je ne vais pas vous donner d'autres noms. Le seul nom que vous devez savoir, c'est moi. Et donc, c'est comme ça qu'en juin 2012, j'ai rejoint ce qui s'appelle maintenant Upwork. Aujourd'hui, au début, pour diriger le produit et le design. Ensuite, assez rapidement, aussi la partie engineering. Donc, à l'époque, je dirigeais à peu près la moitié de la société parce que comme dans beaucoup de boîtes de tech, produit engineering, ça représente à peu près la moitié de la société. Et puis ensuite, on a fait la fusion avec notre plus gros concurrent, donc on peut en parler. Donc, j'ai dirigé produit et engineering pour les 2 sociétés et les 2 sites. Et alors là, c'est un truc qu'on ne dort pas très bien, parce que déjà faire ça sur un site web, c'est compliqué, mais le faire sur 2, c'est vraiment difficile. Et puis, 1 an après la fusion, je suis devenu le CEO, donc le directeur général de la société. Belle histoire, merci Stéphane. Alors, on va tout de suite attaquer dès 2012 et ce merge entre 2 concurrents sur un marché naissant. Oui. Donc, à l'époque, tu es Odesk, ton concurrent, c'est Elance. Oui. Tu peux nous parler en quelques minutes, 1, pourquoi le merge? Oui. Et 2, comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'était 2 startups qui étaient toutes les 2 dans la Silicon Valley. Et qui avaient des histoires un petit peu différentes et assez compliquées, en fait. Donc, Elance, c'est une société qui avait été créée en 1999, donc vraiment au tout début, la première vague Internet.
et peu après qu'eBay soit lancé. Donc, en fait, ils avaient dit, bah, eBay, ça va être la marketplace pour le retail et on va créer une marketplace pour les services. Donc, ils lancent, ça va être l'endroit où vous achetez des services en ligne. Et puis, ben, en 1999, le travail à distance, le télétravail, c'est un peu compliqué. Hein. On parle d'un moment où il n'y avait pas de webcam, il n'y avait pas de haute bande passante, les outils, ils n'étaient pas dans le cloud. Enfin, tout était. Les gens, ils communiquaient par fax, hein, enfin, ou par courrier. Et puis, même les appels longue distance, ça coûtait cher. C'était très, très, très compliqué. Donc, supervision, mais au moins 10 ans trop tôt, si ce n'est plus. Donc, une société qui avait levé beaucoup d'argent, qui s'était beaucoup diluée et qui a changé de trajectoire plusieurs fois. Parce que comme l'idée initiale, le marché n'était pas prêt, ils sont partis sur une autre idée, puis sont revenus sur l'idée initiale, donc une histoire un peu compliquée. Odesk, qui est la société que moi j'avais rejointe, c'est plus l'histoire parfaite de l'exponentiel, ce que les investisseurs appellent le hockey stick, où les deux fondateurs, c'est deux Grecs, deux ingénieurs, un et donc qui crée ça en 2003, un qui est basé dans la Silicon Valley, l'autre qui est basé à Athènes. Et en fait, leur idée, c'était de prouver au monde que le télétravail, ça pouvait marcher et qu'on pouvait mettre en contact des super développeurs en Europe avec des super startups dans la Silicon Valley. Et donc, au départ, ils faisaient ça manuellement. Donc, au tout début, celui qui était basé à Palo Alto, il allait frapper à toutes les portes des startups en disant, on a des super développeurs, est-ce que ça vous intéresse de les embaucher? Et celui qui était basé en Europe, il allait faire toutes les universités en disant, on a des super startups, est-ce que ça vous intéresse de bosser pour eux? Et puis, il faisait ça à la main, il faisait ça dans un logiciel de CRM. Et puis, progressivement, ben, ils ont automatisé le truc parce que c'est pas scalable, hein, le truc, tu peux pas faire ça ad vitam aeternam à la main. Donc, progressivement, comme en plus, c'était des ingénieurs, ils savaient écrire le code. Donc, ils ont développé une place de marché. Donc, des histoires très différentes liées à cette histoire, finalement, des produits qui étaient assez différents aussi. Donc, historiquement, Elance, c'était plutôt des appels d'offres. Donc, grosse mission, 50 000 $ ou plus. Le côté demandeur d'emploi, enfin, le côté offre de la plateforme, c'était plutôt des sociétés. Là où Odesk, c'était plutôt du télétravail à temps plein, donc payé à l'heure ou à la semaine ou au mois, et plutôt avec des individus. Donc, à la fois une histoire différente et puis un produit différent. Mais progressivement, vers, je dirais, 2009-2010, ben, les gens d'Odesk, qui n'étaient quand même pas complètement aveugles et qui voyaient que Elance était encore beaucoup plus gros qu'eux à l'époque, se sont dit, ben, on va juste copier les trucs qu'a fait Elance. Et puis, du coup, les mecs d'Elance, qui ne sont pas débiles non plus, se sont dit, bah, tiens, les trucs d'Odesk, ça a l'air de pas mal marcher, donc on va copier. Et moi, quand je suis arrivé début 2012, c'était évident que les deux sociétés passaient leur temps à se copier l'une et l'autre. D'un point de vue recherche et développement, d'abord, c'est pas très fun. Quand tu es ingénieur, tu n'as pas envie de copier le site de quelqu'un d'autre, tu as envie d'innover, de faire des choses nouvelles. Et puis, d'un point de vue coût, quand tu as deux petites sociétés qui font toutes les deux la même chose, bah, tu dépenses 2 fois plus d'un point de vue engineering. Et puis, d'un point de vue marketing et commercial, c'était encore pire parce qu'en fait, on achetait les mêmes mots-clés sur Google. Enfin, en gros, c'était la guerre frontale. Et en fait, il était évident que le marché était gigantesque, qu'on était deux tout petits acteurs dans un très, très gros marché et que plutôt que d'essayer de se détruire l'un l'autre, il valait mieux qu'on rejoigne nos forces et qu'on aille ensemble essayer de conquérir le gros marché. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que forcément, il y avait deux patrons, il y avait deux conseils d'administration, et puis il y avait tout en double, hein, d'une manière générale. Donc, tout le monde était d'accord pour le faire en théorie, mais tout le monde voulait avoir une plus grosse part du gâteau final, donc arriver à être d'accord sur le pourcentage de participation des deux sociétés est compliqué. Et puis, les deux chairman voulaient être chairman, et les deux patrons voulaient être patrons, et puis les deux, moi et mon homologue, on voulait tous les deux être VP Produit Engineering, et donc, du coup, arriver à se mettre tous d'accord, ça a pris un petit peu de temps. Donc, on a commencé à en discuter début 2013. On s'est mis d'accord en fin 2013. Ensuite, il y a eu les autorités de la concurrence américaine qui ont décidé qu'on crée un monopole. Bon, en tout cas, qui ont décidé d'investiguer si on crée un monopole, ce qui est quand même complètement absurde, hein, parce que c'était deux toutes petites startups qui en plus perdaient beaucoup d'argent. Donc, on était vraiment très loin, surtout dans un très, très grand marché. On était très loin de construire un monopole. Mais bref, ça coûtait beaucoup d'argent en avocat et ça a beaucoup ralenti le truc. Et donc, la fusion elle-même a été annoncée et closé en mars 2014. Donc, ça met plus d'1 an. Et ensuite, l'idée au départ, c'était de faire donc, nous, notre plus gros investisseur à l'époque, c'est un fonds d'investissement aux États-Unis qui s'appelle Benchmark. Et Benchmark, qui possédait une autre société qui s'appelait Grubhub, qui était une société de livraison de nourriture à domicile. Et Grubhub avait fusionné avec son plus gros concurrent, qui était une société qui s'appelait Seamless, et fait leur introduction en bourse 1 an après. Et donc, nous, on s'était dit, bah, c'est génial ce truc. On va faire Grubhub Seamless, nous, on va faire Odesk qui lance et on va faire notre introduction en bourse. Donc, si on finit ça
fin 2013, on va pouvoir faire notre introduction en bourse en 2014 ou 2015, ça va être génial. Finalement, ça a pris jusqu'à fin 2018 et donc ça a été très compliqué et c'est une longue histoire. Alors là, c'est absolument parfait, Stéphane. Tu me fais une belle assiste. Alors, pourquoi ça a été si compliqué? Donc ce que j'entends, c'est que la vision de l'IPO était faite avant même la fusion entre les deux compétiteurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a pris 4 ans au lieu de prendre un an? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette genèse? Oui, bien sûr. Donc, en fait, une des complexités quand tu fusionnes avec ton concurrent, c'est que si tu n'es pas 100% sûr que le deal va se faire, et là, en l'occurrence, vu que les autorités de la concurrence étaient impliquées, on n'était vraiment pas du tout sûr qu'on ait le droit de le faire à la fin. Mais si jamais ça ne se fait pas, tu n'as pas trop envie de parler de choses confidentielles avec l'autre société parce qu'on est concurrent. Et donc, forcément, la stratégie post-fusion, donc la post-intégration, elle n'est pas claire parce qu'on n'a pas vraiment toutes les données nécessaires pour prendre les décisions. Et donc, on était parti sur un modèle un petit peu naïf, qui était le modèle qui a très bien marché pour GrabHub. GrabHub, ils ont fait une superbe IPO 3 ou 4 ans avant nous et qui a très bien marché pour tout un tas d'autres sociétés. Mais la stratégie de base, c'était on garde les deux sites séparés et on fera l'intégration bien plus tard. On verra après l'IPO, tout se passera bien. Et en fait, on s'est aperçu assez vite que ça allait être très compliqué d'intégrer les deux produits pour tout un tas de raisons, mais je dirais que la plus simple à expliquer, c'est comment est-ce qu'on transitionne un graphe dans une marketplace. Donc en fait, on a des freelances qui sont sur Elance, on a des freelances qui sont sur Upwork, on a des clients qui sont sur Elance, on a des clients qui sont sur Upwork. Et si on dit on veut mettre tout le monde sur un même panier, à moins que tu aies une baguette magique pour pouvoir migrer tout le monde automatiquement sans qu'ils aient rien à faire, ce qui n'était pas le cas. On avait besoin que les gens ils fassent du travail parce que les données, les structures de données n'étaient pas les mêmes des deux côtés, parce que d'un point de vue régulatoire, tout ce qui est paiement, etc., on ne pouvait pas déplacer les données automatiquement pour les gens, donc il fallait que les gens fassent quelque chose. Et alors le problème, il est simple à expliquer, mais très, très compliqué à résoudre, qui est, si toi, Julien, tu es un freelance et que tu travailles avec le client Bob, et que le client Bob, il travaille avec un autre freelance qui s'appelle Stéphane, et que toi, tu décides de migrer ton compte de l'ancien site vers le nouveau, tu ne voudras pas le faire avant que Bob l'ait fait lui. Mais lui, Bob, il ne va pas vouloir le faire avant que moi, je l'ai fait. Puis moi, je ne vais pas le faire avant que mes autres clients l'aient fait. Et donc, en fait, tout le monde attend tout le monde. Et donc, comment est-ce que tu crées un truc qui permet de faire une transition assez souple pour que les gens puissent se migrer vers un seul site, qui est le site d'Upwork? Ça a pris beaucoup de temps. Donc, il a fallu à la fois qu'on décide de la stratégie, ce qui a pris un petit peu de temps. Ensuite, qu'on décide que la stratégie, ça allait être de garder qu'un seul site et pas deux. Donc la question, c'était, est-ce qu'on garde Elance? Est-ce qu'on garde Odesk? Est-ce qu'on construit à partir de zéro? Finalement, la décision, ça a été, on prend le code d'Odesk, on le modernise, parce que comme toutes les startups, on avait écrit du code un peu, ce que les gens appellent du code spaghetti, hein, ce n'était pas nécessairement hyper clean. Donc on a un peu modernisé la plateforme. On a pris les meilleures parties de ce que faisait Elance bien que Odesk ne faisait pas bien, ce qui est difficile à savoir en externe, mais une fois que tu as accès à toutes les données, tu comprends bien. Sur ce, Elance était une société qui était régulée aux États-Unis, alors qu'Odesk ne l'était pas. Donc forcément, si on garde la plateforme non régulée, le régulateur il n'est pas très content. Donc on a été obligé de faire recertifier la plateforme d'Odesk pour que le régulateur soit content. Ensuite, se poser la question de est-ce qu'on garde le nom d'Odesk, sachant que les utilisateurs d'Elance étaient convaincus qu'Odesk c'était nul, et inversement, les utilisateurs d'Odesk étaient convaincus qu'Elance c'était nul. Et donc, dans le cadre d'une migration vers un seul site, on a décidé de relancer sous un nouveau nom. Et donc, en fait, en avril 2015, on a fait deux choses à la fois. Un, relancer le site d'Odesk sous le nom d'Upwork, ce qui fait que tous les utilisateurs d'Odesk, automatiquement, sans rien à faire du jour au lendemain, sont devenus utilisateurs d'Upwork. Ils n'ont pas très bien compris au début pourquoi l'URL avait changé, et, le logo, etc., etc. Mais globalement, ils n'ont rien eu à faire. Et deux, l'autre chose qu'on a commencé à faire, c'est à offrir des outils de migration pour que les utilisateurs d'Elance puissent aller vers Upwork. Et au début, on l'a fait très progressivement. Au début, on a dit aux gens, on continue à opérer les deux plateformes, mais sachez que d'un point de vue investissement en R&D et investissement en marketing, on va progressivement mettre de plus en plus sur la plateforme du futur qui est Upwork. Donc, si vous restez sur Elance, vous n'attendez pas à avoir beaucoup de nouveaux clients ou beaucoup de nouveaux freelances, etc., etc. Puis progressivement, on a fermé les vannes. Donc progressivement, on a fait que tu ne pouvais plus t'inscrire comme nouvel utilisateur sur Elance. Si tu essayais, tu étais redirigé vers Upwork. Et puis ensuite, tu pouvais continuer à travailler avec tes freelances existants, mais tu ne pouvais plus poster des nouvelles annonces et embaucher des nouvelles personnes. Et puis ensuite, même les utilisateurs existants, tu ne pouvais plus travailler avec eux. Donc progressivement, vraiment forcer les gens
à se déplacer et leur donner des outils pour migrer la majorité des données autant qu'on pouvait, qu'ils avaient gardées sur le site d'Ilance et les apporter sur la nouvelle plateforme d'Upwork. Et ça a pris beaucoup de temps. Et puis, lié à ça, forcément, on a passé beaucoup de temps à faire de la migration et des choses qui sont très internes. Et du coup, on n'avait plus autant de ressources pour faire de l'innovation et pour faire de la nouvelle acquisition d'utilisateurs. Et donc, la croissance du site a chuté énormément pendant cette période-là. Le pire de ça, c'était, je ne sais plus exactement, mais fin 2015, début 2016, on a atteint une croissance qui était en dessous de 10%. Ce qui pour une société tech, c'est quand même assez dramatique. Alors, on savait, c'était prévu, on avait fait nos chiffres. C'était pas pire que ce qu'on avait prévu, mais c'était dur hein, pour les gens en interne de se dire qu'est-ce qu'on fait, on travaille comme des brutes et tout ça pour avoir quasiment pas de croissance. C'est assez horrible. Donc, on n'était pas du tout dans une situation où on pouvait envisager de faire une introduction en bourse à ce moment-là. Donc, il a fallu 2016-2017 où on puisse vraiment relancer la croissance, où on a changé le prix du site, on a introduit des nouvelles offres et en particulier une offre pour les grands comptes, commencé à développer une force de vente pour pouvoir vendre le produit aux grandes entreprises. Un peu le modèle que tu as vu chez LinkedIn. Hein. Je veux dire, on n'est pas parti d'un modèle de PME et progressivement aller vers un modèle de grandes entreprises. Et tout ça, ça nous amène à début 2017, qui est le moment où on a décidé de faire l'introduction en bourse. Donc, ça faisait des années et des années qu'on en parlait. Ça faisait des années et des années que les investisseurs publics, dont certains qui avaient déjà investi dans la société pendant qu'on était privé, et toutes les banques d'affaires venaient nous voir en disant bah alors, quand est-ce que vous le faites? Et donc, vers le milieu 2017, c'est le moment où le conseil d'administration a approuvé le lancement du processus, qui ensuite a pris à peu près 1 an. Et puis, donc, on a fait l'introduction en bourse en octobre 2018. Super clair. Stéphane, tu parles des acteurs. Donc, avant que ce soit approuvé par le board, qui sont les acteurs qui interviennent dans cette conversation? Alors, au début, il n'y a pas de conversation officielle. C'est-à-dire qu'au début, tu as des cabinets d'avocats avec qui tu discutes de à quoi ça ressemblerait. Tu as ton cabinet d'audit, parce que forcément, une des choses qui est les plus importantes quand tu es coté en bourse que quand tu ne l'es pas, c'est d'avoir des comptes certifiés et qui soient aux normes comptables qui soient acceptables. Alors, aux États-Unis, le GAAP, là, le Generally Accepted Accounting Practices, qui sont la façon dont les sociétés doivent déclarer les différents chiffres. Et les banques qui t'aident en fait à structurer l'offre et à rencontrer les bons investisseurs et à vraiment changer. Quand tu es une société privée, tu as ce qui s'appelle une cap table, qui sont tes actionnaires, mais la cap table, elle ne change pas. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, c'est exactement les mêmes actionnaires et pour le meilleur et pour le pire, mais tout le monde est bloqué ensemble pendant potentiellement très longtemps. Quand tu es introduit en bourse, les gens ils peuvent acheter et vendre tes actions tous les jours s'ils le veulent. Et donc, partir du bon pied avec des actionnaires de référence qui soient vraiment motivés et de structurer la possibilité pour les actionnaires historiques de vendre progressivement de telle manière à ce que ça ne tue pas complètement l'équilibre entre l'offre et la demande sur ton action. C'est assez important et ça, c'est vraiment le rôle des banquiers. Mais je dirais que tant qu'il n'y a pas eu l'accord du board pour vraiment démarrer le process, c'est des discussions assez informelles. Le jour où ça commence vraiment, la première chose à faire, c'est de choisir les banquiers qui vont te représenter. Et à partir du moment où tu as choisi des leads, donc les banquiers qui dirigent vraiment le processus, ils organisent ce qu'ils appellent le HOG Meeting, qui est la première grosse réunion. Il y a 150 personnes dans la salle, que des hommes d'ailleurs, soit dit en passant. Dans la tech, on a un problème de diversité, mais alors dans la banque, c'est pire. Et donc, il y a tous les gens des cabinets d'audit, des cabinets d'avocats qui à la fois représentent la société et représentent les banques. Donc, il y a au minimum 2 cabinets d'avocats qui sont présentés et les différentes banques. Et donc, cette première réunion est un petit peu le kick-off d'un énorme projet. Et à partir de là, il y a tout un tas de sous-projets différents qui vont de la partie juridique où il faut créer ce document qui s'appelle le S1 aux États-Unis. Bien sûr, c'est différent en France, mais quand tu es une société cotée aux États-Unis, tu vas devoir écrire un beau document qui, dans notre cas, fait à peu près 350 pages et qui est quand même, pour l'essentiel, un document juridique. Parce que le but du truc, c'est de décrire la société pour que les actionnaires sachent quels sont les risques et sachent exactement dans quoi ils investissent. Donc, les avocats jouent un rôle énorme là-dessus. Il y a une partie du S1 qui s'appelle les F-Pages, parce qu'elles commencent par un F, et c'est à la fin du prospectus, et qui sont complètement contrôlées par les comptables, et donc qui sont en fait écrites et finalisées par la société d'audit.
Et puis, ben, il y a toute la partie qui s'appelle MD&A ou la partie business où c'est le CEO, le VP marketing et différentes autres personnes dans la société qui décrivent la vision et en gros comment opère la société, pourquoi est-ce que vous devriez investir chez nous, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un super investissement et pourquoi est-ce qu'on résout des gros problèmes pour le monde. Et donc, il y a différentes parties du document. Et puis, en parallèle du document, il faut vendre, enfin, il faut marketer le produit. Hein. Donc, le document, c'est ce qu'on essaye c'est le prospectus, donc c'est le support qu'on essaye de vendre. La plupart des gens ne lisent pas 350 pages. Donc, en fait, en plus de faire un superbe document, on fait une très belle vidéo qui coûte une fortune. Donc, il y a une vidéo qui est encore disponible en ligne. Les gens peuvent la regarder, qui dure à peu près 30 minutes, où je parle beaucoup, le directeur financier parle beaucoup, et puis un certain nombre d'autres execs de la société racontent des choses aussi. Et puis, c'est joli. Donc, il y a des freelanceurs qui sont interviewés, il y a des clients qui sont interviewés. On explique pourquoi ça va changer le monde et pourquoi, en plus d'être une société qui va être très profitable et grossir très vite, etc., on est aussi une société qui a une mission très forte et qui va améliorer la vie de 2 millions de gens à travers le monde. Et puis, de tout ça, le marketing, c'est bien, mais ensuite, il y a un moment, il faut vendre. Et donc, on a passé beaucoup de temps, on a fait 300 réunions avec des investisseurs, pour beaucoup en personne. Hein, donc, on a pris beaucoup d'avions, surtout aux États-Unis et un petit peu aussi en dehors, à aller raconter la même histoire. Et en fait, un des trucs qui est à la fois très fun au début, mais un petit peu répétitif progressivement, c'est qu'à partir du moment où tu lances le processus, tu passes dans un monde qui est très réglementé. Et ce que ça veut dire en particulier, il y a une loi ici aux États-Unis qui s'appelle Reg FD. Donc, Reg comme, je ne sais plus quoi d'ailleurs, je ne sais plus ce que ça veut dire Reg, mais FD, ça veut dire Fair Disclosure, ce qui veut dire en gros que je n'ai pas le droit de dire, en tant que représentant de la société, je n'ai pas le droit de dire quelque chose de matériel financièrement à un investisseur ou un investisseur potentiel que je n'aurais pas dit en même temps à tout le monde, pour ne pas donner un avantage compétitif à des gens. Et ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'en fait, je ne peux rien dire qui n'a pas déjà été dit. Et que donc, tout ce que je leur dis, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Et quand ils me posent une question, je dois répondre de la même façon que j'ai déjà répondu dans le passé, y compris d'un point de vue ton, d'un point de vue, etc., parce que c'est un peu un jeu de poker. Les gens te regardent dans les yeux en se disant, mais est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce que je devrais acheter l'action, etc. Donc voilà, donc ça a duré à peu près 1 an. C'est beaucoup de travail, mais pour un relativement petit nombre de gens dans la société. Donc Upwork, il y a à peu près 2000 personnes. Et vraiment, une des choses qu'on a dit, on a été très transparent tout au long du processus. Hein. On a vraiment été très clair sur le fait qu'on était prêt à partager beaucoup de choses avec nos équipes, mais à condition qu'il y ait énormément de confidentialité derrière. Donc, on vous fait confiance, vous ne dites rien, et en conséquence de ça, on vous dit beaucoup de choses. Mais le but du jeu, c'était d'expliquer aux gens, ça va être un super truc pour le business. Financièrement, ça va être très bien pour beaucoup de gens dans la société. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est juste une étape dans la vie de la société. C'est juste un financement différent. Donc, on a fait des financements privés, on a levé beaucoup d'argent historiquement auprès d'investisseurs qui investissaient dans des sociétés privées. Là, on va faire un financement dans une société qui sera cotée en bourse. Mais ce n'est pas une différence fondamentale, c'est une différence tactique dans la chose. Et donc, il ne faut pas prendre ça comme une fin. Ce n'est pas le exit de la société, on n'est pas en train de la vendre à quelqu'un d'autre. Elle continuera à vivre. Et pour qu'elle continue à vivre et continue à prospérer, il faut surtout que l'immense majorité des gens dans la société continuent à faire ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'on commence à s'obséder sur le truc. Il ne faut surtout pas qu'on commence à devenir super court-termiste et qu'on pense qu'à faire les chiffres du trimestre. Il faut qu'on continue à développer la société et simplement, on va lever 150 millions de dollars, donc on aura plein d'argent qu'on pourra réinvestir dans la société et pouvoir grossir plus vite. Donc en fait, le nombre de gens qui étaient vraiment impliqués dans l'IPO, il était relativement petit. Alors malheureusement, pas aussi petit que ce que tu voudrais. C'est-à-dire que les sociétés d'audit, une des choses qu'elles vont mettre en place, ce n'est pas juste l'audit de la comptabilité, c'est l'audit des systèmes qui permettent d'avoir une bonne comptabilité, c'est-à-dire en fait l'ensemble de l'engineering. Hein, parce que quand tu es une société de technologie, il y a un moment ou un autre, il y a des utilisateurs qui cliquent sur des boutons. Et quand ils cliquent sur des boutons, ça fait déplacer des dollars d'un compte en banque vers un autre. Et tout ça, ça a besoin d'être audité. Donc, en fait, malheureusement, ça a pris quand même beaucoup de temps d'un point de vue engineering pour faire tout un tas de certifications qui, de toute façon, étaient nécessaires pour notre business d'entreprise. Si tu veux, quand on a commencé à travailler avec Microsoft et Procter & Gamble et Unilever et tout un tas d'autres grandes sociétés, leurs propres équipes de sécurité nous demandaient de toute façon de remplir un certain nombre de questionnaires. Et de toute façon, on était un petit peu obligé de passer par là. Mais c'est vrai qu'il y a eu une quantité de travail absolument énorme d'un point de vue tout ce qui était certification et compliance, etc., qui a été une grosse distraction pour l'équipe d'ingénieurs.
et qui a continué ensuite après l'IPO. Donc, il y a un truc absolument magique aux États-Unis qui date de, ça fait un petit moment maintenant, mais Enron, qui était classiquement une société qui avait été une énorme source de fraude, je ne sais plus quand c'était, début des années 2000. La réaction à Enron du gouvernement américain, ça avait été il faut augmenter de beaucoup les contrôles sur les sociétés cotées en bourse pour protéger les petits actionnaires. Et donc, on va créer une nouvelle loi qui s'appelle Sarbanes-Oxley, après nommé des deux sénateurs ou députés qui avaient créé la loi à l'époque. Et donc, toutes les sociétés cotées en bourse doivent être ce qui s'appelle SOX compliant, donc Sarbanes-Oxley compliant, avec une petite exception qui est que quand tu es une petite entreprise qui vient de faire son introduction en bourse, il y a une sous-loi dans la loi qui s'appelle Emerging Growth Company, qui veut dire en gros, tu n'es pas encore très très gros et tu n'as pas encore beaucoup de ressources pour gérer ce genre de trucs. Et donc, il y a une exemption où pendant, je ne me souviens plus exactement la date, mais 18 à 24 mois, tu n'es pas obligé de tout faire, donc tu fais juste une partie. C'est très courant pour la plupart des startups qui font leur IPO de ne pas le faire tout de suite. On a eu un coup de pas de bol. Pardon, vas-y. Je t'en prie, Stéphane. Non, je disais, donc nous, on n'avait pas prévu de le faire très vite parce que forcément, au départ, ce n'était pas un problème. Et alors, en fait, la façon dont la SEC, qui est donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, décide si oui ou non tu es toujours une Emerging Growth Company, ça se fait une fois par an. Ça se fait fin juin. Et donc, pour nous, fin juin 2019, de très peu, il s'est trouvé qu'on avait dépassé les règles, ce qui est bien. Je veux dire, ça veut dire que le business marchait mieux que ce qui était prévu. Et on avait dépassé d'un tout petit peu les règles qui faisaient qu'on n'était plus une Emerging Growth Company. On était ce qui s'appelle un Large Accelerated Filer. Et donc, du jour au lendemain, on est passé de on a plein de temps à oh merde, il faut qu'on fasse ça tout de suite. Et Sarbanes-Oxley, c'est une horreur. C'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de pages. On est obligé d'embaucher plein de gens. On a payé une fortune en juristes et en service d'audit. Et puis, ça a été une énorme distraction pour la société en interne. Donc, théoriquement, l'idée, c'est qu'il y a une toute petite partie de l'équipe juridique et une toute petite partie de l'équipe finance et compta qui font beaucoup de travail sur une IPO. Dans la pratique, ça demande quand même le travail de beaucoup d'autres gens au marketing, aux produits, en engineering, tout en s'assurant que la société continue à se développer. Parce que le truc qui tue une IPO, mais à coup sûr, c'est si la croissance s'arrête au moment de l'IPO. Et c'est entre autres pour ça qu'en fait, quand tu fais ton introduction en bourse, les insiders, donc les employés et les actionnaires historiques de la société, signent un contrat qui s'appelle un lock-up, selon lequel ils n'ont pas le droit de vendre d'actions pendant au moins 6 mois. Et l'idée étant que ce qu'ils veulent surtout éviter, c'est que tu sais que ça va être complètement pourri, mais tu fais semblant que ça ne l'est pas. Donc, tu vends tes actions à quelqu'un et toi, du jour au lendemain, tu les vends toutes. Et donc, en fait, au bout de 6 mois, ils considèrent qu'en gros, si tu avais vraiment pipoté, ça se serait vu. Et donc, c'est bon, tu peux commencer à vendre une partie. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important, pendant que tu prépares l'IPO, de continuer à faire grossir la société, à la développer comme ce qui était prévu. Donc, pendant un moment, il y a une partie de la société, dont moi, en tant que patron, qui a 2 jobs, qui sont, un, continuer ce que tu faisais avant, et 2, faire un truc complètement différent, qui est à la fois passionnant et super excitant, puis en même temps complètement épuisant. J'imagine. Stéphane, passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous dire le gap entre le moment où tu as pris la décision en tant que patron d'Upwork d'aller IPO jusqu'au jour de l'IPO? Quelle était ton idée de comment ça allait se passer en interne, en externe, et la réalité? Si tu devais ressortir une chose en particulier où il y avait vraiment un gap très important, quel serait-il ou quelle serait-elle? C'est une bonne question. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. Donc, si tu veux, je dirais que probablement le plus gros apprentissage que j'ai fait dans tout ça, c'est s'apercevoir que tout le monde a un agenda et qu'il faut comprendre quel est l'agenda de tout le monde. C'est-à-dire que quand tu es un banquier, par exemple, les banques d'affaires, leur rêve, c'était pas du tout qu'on fasse une introduction en bourse parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Leur rêve, c'était qu'on vende la société. Parce que là, généralement, une introduction en bourse, ils se prennent entre 5 et 6% du montant levé. Donc, dans notre cas, on a levé à peu près 200 millions de dollars avec un peu de secondaire. Donc, 6% de 200 millions de dollars. Quand ils vendent la société, donc typiquement, ils auraient bien aimé la vendre à ton ancien employeur LinkedIn. Si tu vends la société, ils se prennent à peu près 2% du montant total. Donc, 2% de 1 milliard de dollars. Donc, tu fais les maths et tu t'aperçois qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en la vendant. Donc, eux, leur agenda, c'était d'expliquer que l'IPO, ce n'était pas gagné et qu'en fait, tu devrais vraiment faire un autre process en parallèle. Ensuite, tu as tes actionnaires historiques qui ont un agenda très simple qui est de minimiser leur dilution. Hein, et éventuellement de te dire qu'ils ne vont jamais vendre alors qu'ils vont vendre, ou à l'inverse de te dire qu'ils vont vendre alors qu'ils ne vont jamais vendre, mais surtout pas d'être transparent vis-à-vis de toi. Parce que même s'ils sont sur ton board et qu'officiellement ils sont là pour aider la boîte, en fait, ils ont quand même aussi leurs propres actionnaires et ils sont là pour les aider eux. Le métier quand même de base
du capital risque, c'est de faire de l'argent pour ce qu'ils appellent les limited partners, qui sont leurs investisseurs. Si en plus ça peut aider l'entrepreneur et tous les employés, c'est top. Et ce n'est pas ça leur vrai métier. Leur vrai métier, c'est de faire de l'argent pour leurs actionnaires historiques. Et puis ensuite, il y a tous les futurs nouveaux actionnaires avec qui tu passes beaucoup de temps, puisque c'est à eux que tu es en train de vendre des actions, qui eux, bien sûr, veulent le contraire. Ils veulent un bon deal. Donc, ils veulent t'expliquer que ta boîte, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand même qu'ils ont vraiment très, très envie d'investir parce qu'ils veulent être dans le truc, mais qu'il ne faut quand même pas être trop optimiste parce qu'ils aimeraient bien pouvoir l'acheter pour pas cher. Et puis là-dessus, tu as tes auditeurs qui, eux, leur but, c'est surtout de ne pas partir en tôle et de ne pas se prendre une grosse amende. Donc, eux-mêmes, ils sont réglementés aux États-Unis par un truc qui s'appelle le PCAOB, qui, en fait, audite les auditeurs et dès qu'ils trouvent quelque chose qui ne leur plaît pas, ils se prennent des énormes amendes. Entre autres, suite à ce qui s'était passé avec Enron et Anderson Consulting, qui avait fait son spin-off parce que la partie compta et audit avait fait faillite. Et donc, eux, leur truc, c'est surtout suivre la règle, même quand la règle est débile, et surtout ne prendre aucun risque, même quand toi, tu as besoin de prendre des décisions, pas toujours très blanc et très noir. Et finalement, en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les gens qui avaient le moins d'agenda et qui étaient le plus alignés avec moi, c'était nos juristes. Donc, on avait un cabinet d'avocats qui nous représentait, avec un type qui avait fait 100 IPO avant, donc le gars, il maîtrisait le truc, et il était capable de dire, non mais ça c'est important, ça l'est pas. Lui, quand il dit ça, en fait, ce qu'il veut vraiment dire, c'est ça. Et donc avoir quelqu'un qui vraiment t'aide et qui comprend vraiment ce dont il s'agit, parce que sinon, il y a une asymétrie d'information qui est énorme. Tu vois, toi, en tant qu'entrepreneur, tu fais ça une fois, peut-être 2 fois dans ta vie. En face de toi, tu as des gens dont le métier, c'est de travailler avec des gens comme toi et un peu de les entuber, quoi. Donc vraiment, je pense que c'est ça. Si je faisais différemment la deuxième fois, ce serait de plus comprendre dès le départ, tu vois, de plus décrypter ce que chacun veut vraiment dire dans la façon dont il s'exprime. Passionnant, Stéphane. Super. Alors, arrive cette fameuse journée à New York de l'IPO. Ouais. Tu veux nous conter un petit peu ces 24 heures du réveil jusqu'au coucher? Comment ça se passe, l'IPO, vu du CEO d'une boîte qui rentre en bourse? Ouais, bah, écoute, d'abord, c'est épuisant parce que tu sors de 2 semaines de roadshow. Hein. Donc, pendant 2 semaines, tout ce que tu fais du matin jusqu'au soir, c'est pitcher. Moi, ça en était venu à un point où j'avais une écharpe que je mettais dès que j'arrêtais de pitcher et on me donnait du thé chaud avec du miel parce que je ne pouvais plus parler. Je perdais ma voix tous les jours. À la fin de la journée, j'avais perdu ma voix. Parce que tu parles pendant 8 heures non-stop ou 10 heures non-stop, boum, 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 toutes les 30 minutes, tu pitches quelqu'un d'autre. Donc, tu arrives, tu vois, la veille au soir, tu as une réunion qui dure quasiment toute la nuit, qui est la réunion de pricing où tu décides à la fois du prix auquel tu vas émettre ton action, qui est le résultat d'analyse que tu as faite sur la courbe de demande. Mais enfin, c'est plus un art qu'une science. Et forcément, c'est une décision du conseil d'administration. Donc, c'est une décision où tu as plein de gens qui ont des grosses opinions sur le truc. Donc, déjà, c'est une bonne bataille là-dessus. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle les allocations. Donc, tu as décidé, à ce moment-là, tu as décidé de combien d'actions tu allais émettre, quelle quantité d'argent tu allais lever, vu que maintenant tu as décidé le prix. Et donc, maintenant, la question, c'est si tu as la chance d'être sursouscrit, ce qui est à peu près toujours le cas dans une IPO, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes pour tes actions qu'il n'y a d'actions émises, il faut que tu décides de combien tu donnes d'actions à chacun. Pas donne, hein, tu vends. Combien d'actions tu vends à chacun. Donc, tu vas ligne par ligne. Donc, tu as 200 lignes dans ta feuille Excel. Tu as 10 personnes sur le board qui ont chacun une opinion. Tes avocats ont une opinion. Tes banquiers ont une opinion. Et tu essayes de prendre une décision qui, à la fin, en fait, est assez arbitraire parce que dans la pratique, les gens, ils peuvent acheter les actions quand ils veulent et ils peuvent vendre quand ils veulent. Donc, ce que tu leur donnes le premier jour, c'est pas nécessairement… Tu as des gens qui te disent, nous, on est des long-term investors, on ne vendra jamais votre action. Et tu t'aperçois 3 jours après qu'ils l'ont vendue. Et puis, tu as d'autres gens où tu pensais qu'ils allaient se comporter complètement comme des sagouins et en fait, ils les gardent pendant super longtemps. Donc, en fait, tu passes un temps fou là-dessus. Mais tout ça pour dire que moi, le matin, j'avais une interview, je crois, à 5 heures du matin, heure de New York. D'habitude, j'habite sur la côte ouest. Hein, donc, 5 heures du matin de New York, c'est 2 heures du matin pour moi, sachant qu'on s'était couché genre 3 heures avant la veille. Donc, c'est un peu explosé. Mais tu commences, tu arrives dans les bureaux du Nasdaq et boum, tu es sur CNBC. Forcément, les journalistes, comme toujours, ils essayent de te coincer. Donc, moi, le journaliste qui m'interviewait voulait absolument que je lui dise que les boîtes de tech qui n'étaient pas profitables, c'était des grosses arnaques et que personne ne devrait acheter leurs actions. Et, donc, bref, c'était charmant quand tu es complètement crevé et que tu as quelqu'un qui est en train d'essayer de te pourrir, alors que toi, tu es super heureux. C'est un truc, ça fait des années que toute ton équipe travaille dessus. C'est une joie et une fête. Et tu as quelqu'un qui est là pour essayer de te coincer. C'est pas très, très drôle. Bref, donc, il y avait une interview avant le process lui-même. Et puis ensuite, il y a
les invités qu'on avait conviés au truc, qui étaient en fait tous les premiers employés de l'entreprise, les fondateurs qui étaient partis mais qui étaient encore un petit peu impliqués, les anciens patrons, mes prédécesseurs qu'on avait invités aussi, ma famille, donc mon épouse et mes enfants étaient venus aussi. Et donc, il y avait, je ne sais plus combien, 70, 80 personnes. Et ça commence par un petit déjeuner. Alors, ça ressemble à un mariage, en fait. Hein. Il y a toute une organisation qui est faite par le Nasdaq, où bien sûr, ils te louent, enfin, ils te donnent, mais bon, ils te font payer. Hein. Donc, ils te louent l'ensemble de la place de marché. Donc, ça commence par un petit déjeuner où tout le monde est là et tout le monde fait la fête. Il y a des discours, le président du Nasdaq est là, moi je fais un discours, etc. etc. On le fait en vidéo streaming pour que tous les gens de la société, donc on est 2000 dans Upwork, il n'y avait que 80 personnes qui pouvaient venir au Nasdaq, donc la majorité des gens l'ont vu en vidéo. On avait organisé des fêtes un peu dans tous les bureaux, donc c'est un moment de vraie célébration. Et puis ensuite arrive le moment de l'ouverture du marché lui-même. Alors, il n'y a pas de cloche. Donc il y a deux marchés aux États-Unis. Hein. Il y a le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Le New York Stock Exchange, il y a une vraie cloche. Donc, en fait, quand tu fais ton IPO, tu es dans l'exchange lui-même. Il y a des gens qui sont sur le sol et qui sont des brokers et des traders qui font des transactions. Et effectivement, au moment de l'ouverture, tu as la personne qui fait l'opening bell qui sonne une cloche et là, tout le monde se retourne, tout le monde te regarde, tout le monde applaudit. Donc, tu as des centaines de gens dans la salle qui te regardent. Un Nasdaq, ce n'est pas comme ça, c'est un studio de cinéma. Hein. Donc, en fait, ce que tu vois à la télé, c'est des gens qui sont sur une scène. Il y a un podium avec un truc où tu appuies sur un bouton. Moi, j'ai été tellement ému que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Ça n'a pas empêché le marché de s'ouvrir. Donc, de toute évidence, le bouton ne sert strictement à rien. Mais en fait, c'est complètement dans une salle de cinéma. Donc, on a fait ça. Ensuite, ce qu'ils proposent de faire, c'est qu'ils prennent toutes les pubs qui sont sur Times Square. Donc, le bureau du Nasdaq, il est sur Times Square. Et tu as plein de panneaux d'affichage pour les gens qui sont déjà allés à New York. Il y a des écrans d'affichage électroniques absolument partout en hauteur sur toute la place de Times Square à New York. Donc, en fait, ils privatisent tout Times Square pour toi et mettent toutes les pubs que tu veux. Donc, nous, on avait en fait des pubs qui représentaient tout un nombre de freelanceurs qui parlaient de ce qu'ils font et de comment Upwork a changé leur vie, etc. etc. Donc, c'est assez fantastique de voir en gigantesque format des vidéos de certains de nos utilisateurs. Donc, on est tous sortis pour faire des photos et regarder les pubs, etc., etc. On s'est tous bien applaudis, c'était génial. Et puis ensuite, on est rentré. Et là, le reste des employés sont allés visiter New York et faire ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai fait 15 entretiens avec des journalistes. C'était assez épuisant, dont complètement par hasard BFM TV. Donc, a priori, c'était que des journalistes américains, bien sûr. Et il se trouvait qu'il y avait une journaliste de BFM TV qui était dans les bureaux du Nasdaq à ce moment-là. Et donc, j'ai quand même un accent qui est assez facile à reconnaître. Donc, elle s'est aperçue que j'étais français. Donc, elle est venue me voir pour me demander si on pouvait se parler. Et je lui ai dit, vous savez, moi, je suis très franglais. Parce que comme j'ai quasiment jamais travaillé en France, en fait, je parle français un petit peu comme un ado. Et je vais utiliser plein de mots anglais dans l'interview. Et elle me dit, vous en faites pas, on a l'habitude. Et donc, je fais l'interview avec BFM TV. Et à la fin, quand la caméra s'arrête, elle me fait, ah oui, quand même. Donc, toute évidence, je ne passe pas très bien à la télé en France. Mais voilà, donc le reste de la journée, c'est des interviews. Et puis, le soir même, on a pris un avion, on est retourné. Et le lendemain matin, on travaillait tous ensemble. Et on était business as usual, avec quand même une vraie pression supplémentaire, hein, qui est que avant, la pression, c'était le conseil d'administration. Donc, tous les trimestres, on avait une présentation avec le board. Et là, en plus de la présentation avec le board, il y a les appels trimestriels avec les analystes et les investisseurs. Et puis derrière, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en plus des 30 à 45 minutes d'appels assez scriptés, hein, où en fait je lis un script et je réponds aux questions, mais les questions, je les connais déjà à l'avance, etc., etc. Derrière, en fait, il y a 3 jours de réunions téléphoniques ou en personne où on fait des roadshows avec à la fois tous les analystes qui couvrent la société et tous les grands investisseurs qui sont gros actionnaires, avec cette absurdité qui est que je ne peux rien leur dire que je n'ai pas dit publiquement. Donc, en fait, j'essaie à l'avance de réfléchir à quelles sont toutes les questions qu'on risque de me poser pour y répondre pendant la partie publique, parce que sinon, quand on me les pose en partie privée, je leur dis que je ne peux pas répondre. Ce qui n'est pas du tout la réponse que les gens veulent avoir, mais qui, malheureusement, légalement, est la seule réponse que tu peux leur donner. Stéphane, je vais t'interrompre. On avait prévu de parler post-IPO, mais le temps a filé. Passionnant. Et donc, je voudrais qu'on consacre les 5 dernières minutes à ta vision. Alors, surtout en cette période d'accélération pour le travail à télédistance.
tu peux nous parler, donc Romain, dans le podcast précédent, nous a un peu évoqué ce qu'il voyait pour la décennie 2020. J'aimerais beaucoup que tu partages avec notre communauté comment tu vois le télétravail sous toutes ses formes, distance ou freelance, comment il évolue avec cette nouvelle donne liée au Covid. Oui, alors je pense que c'est contre mauvaise fortune, bon cœur. J'espère que la conclusion de cette tragédie, c'est qu'on va s'apercevoir que le télétravail, ça peut marcher. Et pourquoi est-ce que c'est important le télétravail? C'est important parce que ça permet à tout un tas de gens qui autrement sont complètement exclus de l'économie d'y participer. Donc si tu regardes les États-Unis, 50% des freelances aux États-Unis, quand tu leur demandes s'ils prendraient un job traditionnel, il y a 50% qui disent il n'y a aucune quantité d'argent qu'un employeur pourrait me payer pour me convaincre de prendre un job traditionnel. Et tu te dis, c'est quand même dingue. Si je te paye 100 000 $, tu vas dire oui, tu payes 200 000, il y a forcément un prix. Et en fait, quand tu cherches un peu plus, donc on fait cette étude depuis 7 ans, 8 ans aux États-Unis qui s'appelle Freelancing in America, et c'est très, très similaire d'une année sur l'autre. Les 50% de gens qui disent qu'ils ne prendraient pas un job traditionnel, ça vient d'un certain nombre de choses qui sont une situation de santé, donc soit une situation physique, il y a des gens qui ont des handicaps de mobilité, soit une situation mentale, donc il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, des gens qui ont PTSD, le Post-Traumatic Syndrome, entre autres tous les vétérans qui reviennent des militaires américains, des gens qui ont Asperger ou qui ont une forme d'autisme et pour qui intellectuellement ils sont tout à fait capables de faire le job, mais sont incapables de le faire dans un contexte professionnel classique. Donc ça, c'est à peu près un tiers des 50% qui disent, en gros, j'ai une situation de handicap qui fait que travailler dans les conditions normales, c'est complètement impossible pour moi, ou en tout cas, vraiment difficile pour moi. Le deuxième tiers, c'est des gens qui disent, j'ai des gens à charge, j'ai des jeunes enfants, j'ai un époux, une épouse qui est malade, ou j'ai des parents âgés dont j'ai besoin de m'occuper. Donc, les contraintes il faut que je travaille 40 heures par semaine et que je sois parti du bureau, de chez moi le matin à 7 heures du matin pour revenir chez moi à 8 heures de soir, c'est juste pas possible. Et puis, le troisième tiers, c'est des gens qui disent, j'habite dans une partie, alors on fait aux États-Unis cette étude, mais j'imagine que l'étude n'est pas complètement différente en France. J'habite dans une partie du pays où il n'y a pas de job. Et je ne peux pas déménager ou je ne veux pas déménager pour tout un tas de raisons. Et donc, le travail classique où il faut que j'aille travailler dans un bureau, ça ne marche pas pour moi. Et on parle d'un nombre considérable de gens. Quand on parle du taux de chômage dans tous les pays, on oublie complètement un autre chiffre qui est le taux des inactifs. Donc, aux États-Unis, donc là, les chiffres ont bien empiré dans les dernières semaines, malheureusement. Mais si tu remontes avant Covid, le taux de chômage aux États-Unis, c'était 3,5%. Alors, tu dis, c'est fantastique, il y a 97% des gens qui travaillent. Pas du tout. Pas du tout. Le taux de participation dans la force active, de travail actif aux États-Unis, c'est à peu près 60%. Donc, il y a 40% des gens entre 18 et 55 ans qui ne travaillaient pas. Alors, ils ne sont pas chômeurs parce qu'ils ne sont pas demandeurs d'emploi, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas demandeurs d'emploi qu'ils sont super contents de leur situation actuelle. C'est pour beaucoup des gens qui ont laissé tomber, qui ont arrêté d'essayer de chercher des emplois, et pour beaucoup des gens qui sont dans ces catégories-là. Donc, pourquoi est-ce que la flexibilité dans le travail et le télétravail, c'est bien? Ce n'est pas juste parce que ça améliore ma vie à moi. C'est super. Moi, je vais t'avouer que, honnêtement, je me tapais 1 heure de commute tous les jours ou plus avant. Je suis content de ne pas être dans les embouteillages. Et c'est très bien pour la pollution, et c'est très bien pour l'infrastructure, et c'est très bien pour ça. Ça, c'est très bien, mais je dirais que c'est un peu du nice to have. Tu vois, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'étais pas malheureux avant, je suis un petit peu plus heureux maintenant, top, mais très bien. Mais pour tout un tas de gens, c'est vraiment c'est life changing. Tu vois, ça passe de je ne peux pas être actif dans la société à j'ai quelque chose qui m'intéresse, qui me donne un sens à ma vie et puis économiquement qui fait vraiment une différence énorme pour ma vie. Donc, évidemment, la situation actuelle, c'est une situation de crise. Ce n'est pas comme ça que ça marche, le télétravail. En ce moment, c'est difficile parce qu'on est malade ou alors on a des proches qui sont malades, on a juste peur d'être malade. On a des enfants qui sont à la maison, donc forcément, c'est difficile de se concentrer quand on a des enfants à la maison. On est peut-être inquiet pour notre job. L'économie va peut-être pas très, très bien. Et puis, en plus de ça, on n'était peut-être pas très bien équipé. Si on a fait ça du jour au lendemain, on n'a peut-être pas des super écrans avec une très bonne connexion Internet, une bonne webcam, etc., etc. Et puis, notre entreprise n'était pas prête non plus. Donc, les gens n'étaient pas formés. On n'utilise peut-être pas les bons outils informatiques, etc., etc. Donc, le télétravail tel qu'on le vit aujourd'hui, ce n'est pas l'optimum du télétravail. Donc, j'espère que les entreprises aujourd'hui ne sont pas en train de se dire ça ne marche pas du tout ce truc. Et dès que c'est fini et dès que le confinement est passé, on va pouvoir enfin revenir à la vieille façon d'opérer. J'espère qu'au contraire, la conclusion, ça va être c'est compliqué. On apprend tous des choses tous les jours, mais ce n'est pas aussi horrible que ce qu'on pensait. Et donc, on va permettre aux gens d'avoir un peu plus de flexibilité. Pour moi,
l'idéal en sortie de cette crise, ce serait que les gens qui font du télétravail aujourd'hui puissent le faire encore plusieurs jours par semaine dans le futur. En deuxième phase, que s'ils veulent quitter l'endroit où ils habitent actuellement pour aller habiter ailleurs dans le même pays, ils puissent le faire. Il y a beaucoup de gens à Paris. Si tu regardes les gilets jaunes, c'est quand même ça au départ. C'est des gens qui habitent dans Paris intramuros, pour beaucoup, ont des jobs qui peuvent être faits de n'importe où en France. Alors qu'à l'inverse, les gens dont le boulot doit être vraiment fait dans Paris intramuros, généralement ont des jobs qui sont payés beaucoup trop peu pour pouvoir leur permettre d'habiter aussi près. Donc, la solution de ça, c'est soit on construit beaucoup plus d'HLM et puis le low income housing ici à San Francisco où la situation est la même, soit on permet aux gens qui sont dans Paris mais qui finalement n'ont pas très, très envie d'y rester, d'émigrer en province. Je n'ai jamais vu d'études sur Paris, mais ici, dans la Silicon Valley, depuis des années, il y a une étude qui est faite tous les ans par le San Jose Mercury News où on demande aux gens si vous gardiez le même job et le même salaire, est-ce que vous quitteriez la Bay Area? Et l'année dernière, pour la première fois, le chiffre augmente tous les ans, mais pour la première fois, il y a plus de 50% des gens qui ont dit oui. Et ça change tout. Parce que si tu n'as même pas 50%, même si tu avais 20% des gens, donc sur les 6 ou 7 millions de personnes qui habitent dans la Bay Area, si tu en as 20% qui partent ailleurs en Californie, ça recrée des jobs là-bas, ça diminue la pression sur les coûts et sur l'infrastructure ici. Ça permet à tout un tas de gens qui aujourd'hui habitent très très loin. La Silicon Valley, c'est l'endroit du monde où il y a le plus de supercommuters, donc des gens qui habitent à plus de 80 minutes de leur travail. Ça permettrait à tous ces gens-là de revenir plus près de leur travail. Ça résout un nombre de problèmes absolument colossaux. Donc, phase 1, c'est permettre aux gens qui sont à Paris de télétravailler de chez eux pour ne pas être obligés de se faire le métro, etc. tous les jours, ce serait bien. Phase 2, c'est de dire au moins un sous-ensemble d'entre eux, si vous voulez partir habiter ailleurs en province, on est tout à fait d'accord pour vous laisser faire, voire on vous accompagne financièrement pour que vous le fassiez. Et puis phase 3, embaucher des gens directement en province et les garder en province. La pire chose que les entreprises puissent faire aujourd'hui, c'est prendre des gens qui étaient très heureux à Perpignan ou à Mulhouse ou ailleurs et leur dire venez déménager à Paris. Ça va complètement contre le progrès économique et social que peut faire le pays. Donc, c'est difficile d'embaucher des gens qui ne connaissent pas vos entreprises en remote si vous n'avez pas déjà vos gens actuels en remote. Donc, l'étape d'abord, c'est prenez des gens qui habitent à Paris, permettez-les de partir habiter à Perpignan. Mais ensuite, une fois que ça marche bien, embauchez d'autres gens à Perpignan et permettez-leur de rester là-bas. Donc, plutôt que de payer des relocation packages où tu payes les gens pour venir de Perpignan à Paris, tu fais le contraire. Tu payes des delocation packages où tu payes les gens de Paris pour partir habiter à Perpignan. Et faisant ça, tu gardes des employés qui sont motivés, qui travaillent plus longtemps pour l'entreprise. Déjà, le marché de l'emploi est moins concurrentiel, donc tu n'es pas en train de te faire débaucher tous tes employés par tout le monde. Et puis, tu recrées une économie locale dans des endroits où autrement, il n'y a plus de job aujourd'hui. Stéphane, c'est très, très clair. Et là, il y a des milliers de questions, évidemment, qu'on doit te poser sur cette définition. C'est super intéressant. Un très grand merci, Stéphane. C'était passionnant. Plaisir. Vraiment. Alors, pour notre communauté, ce qu'on fera probablement, c'est qu'on fera, basé sur votre feedback, un second, parce que je pense que la partie post-IPO est tout aussi intéressante que la pré-IPO. Mais vraiment, c'était beaucoup d'insights. Un grand merci Stéphane et à très vite. Plaisir. Au revoir.